Parce que là où nous, journalistes professionnels, on vérifie évidemment toutes les informations qui sortent de chez nous, on doit en plus vérifier les informations qui sortent des réseaux sociaux et qui sont parfois relayées par des politiques de premier plan. Et là, ça devient problématique, qui sont relayées par leurs militants, qui sont parfois très très forts sur les réseaux sociaux en fonction du parti. C'est même pas de la modération, c'est de se dire, ok, on va essayer de remettre du vrai dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on peut s'emparer d'une information réseaux sociaux, la vérifier et dire à l'antenne qu'elle est fausse. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Salia Braclia, journaliste télé et coproductrice d'un film qui vient de sortir au cinéma, un documentaire, Service public, sorti la semaine dernière. Salia, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, rapide carte d'identité pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui ne se lèvent peut-être pas tôt le matin, qui ne peuvent pas t'écouter à France Info à partir de 6h30, je crois. 7h sur France Info. 7h, mais bon, je crois que tu arrives un petit peu avant Tout à à fait. France Info. Donc, tu es journaliste télé depuis 2007. Tu es passé chez Canal+, et avant, même chez BFM, au service politique. Et donc, depuis 2020, tu es co-présentatrice de la matinale de France Info. Et donc, comme je le disais, c'est pas uniquement pour ça que tu es aujourd'hui sur Mediarama, mais surtout parce que tu es une des principales protagonistes et la coproductrice de Service public, qui, je le disais, est sorti au cinéma la semaine dernière et qui suit la rédaction de la matinale de France Info pendant toute la campagne présidentielle de 2022. C'est tout à fait ça. Voilà, donc c'est intéressant parce que voilà, dans Mediarama, on aime bien un peu comprendre comment fonctionnent les médias, que ce soit sur l'innovation, les modèles économiques, mais un peu les coulisses. Et là, je trouvais ça vraiment intéressant de bien comprendre, parce qu'il y a toujours ce côté, voilà, comment ça se passe derrière, un peu la magie derrière ces matinales, ces directs. Et donc, tu as eu cette même idée. Est-ce que tu peux peut-être revenir rapidement sur la genèse du projet ? Ben, en fait, donc c'est un film que je co-réalise et coproduis avec Mouloud Achour. Mouloud, c'est l'un de mes meilleurs amis. Et quand je suis arrivée chez France Info, je lui ai raconté mon quotidien, comme on raconte son quotidien à des potes. On boit des verres, on se dit bah ouais, moi cette semaine il s'est passé ça, voilà, voilà. Et au fur et à mesure, je le voyais s'étonner de ce que je vivais. C'était étrange en fait quand je lui disais ah, avec telle politique on s'est dit ça. Le matin quand j'arrive à la rédac, bah il se passe ça et tout. Il me disait mais moi, je fais partie de ce milieu-là. Ce que tu me racontes m'étonne. Alors t'imagines les gens qui ne connaissent pas du tout comment ça se passe. Et donc on s'est mis à réfléchir et on s'est dit, en vrai, quand on regarde la défiance qu'il y a envers la presse, envers les politiques, et qu'en plus on se dirigeait vers une élection présidentielle un peu bizarre, on s'est dit que c'était le bon moment d'ouvrir les portes de la matinale de France Info parce que fallait donner des clés aux Français, aux gens qui vont regarder le film, pour se dire, voilà, un journaliste, il fait quoi ? Quelle est sa mission ? Comment il travaille ? C'est pas normal que de plus en plus de Français s'informent sur les réseaux sociaux et perdent la confiance envers les médias traditionnels. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen de retisser cette confiance-là, c'est de montrer comment on travaille carrément, en immersion totale, en montrant les liens avec les politiques, c'est bien, c'est pas bien, en montrant comment on est fatigué quand on travaille en matinale, comment on peut s'agacer, comment voilà, la rigueur dont on fait preuve. Et voilà, le but c'est de faire une opération transparence pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'est le travail de journaliste. Et ça n'a pas été difficile de convaincre en interne, parce que là, effectivement, tu parles de la fatigue. Alors, c'est marrant, elle est vraiment omniprésente. Hein. Tu sens que Ouais. au-delà de ce boulot de matinalier, vous levez vraiment très tôt. C'est une espèce de marathon, là, la présidentielle. Mais voilà, il y a plein d'aspects qu'on voit, des débats,
non pas un remontage de bretelles, mais en tout cas, voilà, des recadrages les parfois, recadrages. des recadrages. Ça a pas été, ça a été simple de convaincre tout le monde en interne de se laisser filmer comme ça pendant toute la campagne? Non, il y en a qui étaient, voilà, qui avaient peur un peu parce que bon, bah, c'est pas plaisant d'avoir une caméra, pointée sur vous tous les matins dès 4h, hein. Oui. Dès 4h du matin. Charlotte Vautier était là dès 4h du matin. Donc, oui, on n'est pas, en forme comme s'il était 14h. On est tout le temps fatigué. Quand on travaille, en matinale à la radio, faut accepter d'être fatigué tout le temps. Donc, et là, on est stressé davantage puisque période électorale, parce qu'on est sous pression, parce que tout le monde nous met la pression. Les auditeurs, les téléspectateurs comme les politiques. Donc voilà, un moment particulier. Il y a eu quelques craintes, mais moi je leur ai expliqué qu'en fait le but de l'opération c'est de faire, de montrer comment ça se passe réellement, que même quand on s'embrouille entre nous, quand il y a des débats, il faut le montrer Ouais. parce qu'on n'est pas tous d'accord et c'est important de le montrer, de montrer qu'on est fatigué, de montrer comment on travaille au jour le jour, quelle exigence on met dans notre boulot. Ouais. Quand j'ai expliqué ça aux collègues, voilà, ils nous ont dit: «Bon, OK, c'est vrai, ça vaut le coup». Parce qu'en fait, c'est une mission, quoi. Surtout quand on travaille dans le service public, c'est une mission. On se dit, il C'était faut ma question les suivante, c'est quoi une mission de ouais, média de service public, tu vois? Alors on reviendra un peu sur après ceux qui ont accepté ou pas d'être filmés, que ce soit d'ailleurs chez vous ou les politiques. il y en a Mais il y en a pas eu finalement, hein. Ouais. quand tu dis qu'il y a pas eu de refus d'être filmé, c'est chez vous ou chez les hommes politiques? Et les 2, Les 2. que ce soit du côté de la rédaction ou du côté des politiques, il y a jamais eu de refus d'être filmé. D'accord. Et en fait, c'était assez simple parce que bon, bah, alors du côté de la rédac, j'ai fait de la pédagogie. Ouais. Et du côté, des politiques, ils m'ont posé une seule et même question. Mais alors c'est dingue, hein, peu importe le parti politique, la question a été identique chez chacun, c'est: «Quand est-ce que c'est diffusé?» Et D'accord. donc moi, je leur répondais: «Bah, ce sera diffusé après le scrutin», et là, bah, voilà, ils étaient tranquilles. Ouais, Eux, la crainte, c'était qu'une séquence sorte avant l'élection. Et donc ça aurait pu, mettre un terme à leur candidature, en tout cas les mettre mal à l'aise. Et je leur ai dit: «Non, vous pouvez faire n'importe quoi devant la caméra, dans une moindre mesure, hein». Ouais, bien sûr. Mais voilà, il peut se passer, en fait, le but, voilà, c'est vraiment de filmer au long cours. On a filmé pendant 1 an et donc c'était, de le diffuser après, le scrutin. Et donc là, ils étaient tous partants. Et parce qu'effectivement, il y a des moments off, c'est assez intéressant. Ça éclaire beaucoup, je trouve, sur votre travail. La question donc tu as commencé à aborder, est-ce que tu serais capable de dire c'est quoi une mission de média de service public? Une mission de service public, c'est avoir conscience qu'on est payé par les Français. C'est leurs impôts. Moi, mon salaire, c'est celui des impôts des Français. Bon là, et avec la réforme de la redevance, du moins la suppression, Ouais. ce sera sous une autre forme, mais ça reste l'argent des Français, en fait. Et quand on a conscience de ça, moi, en tout cas, ce que je m'applique à moi-même, c'est qu'on a une exigence particulière à assurer. C'est que les Français sont exigeants, il faut être à la hauteur. Être à la hauteur, c'est avoir un devoir, de rigueur par rapport à ce qu'on fait. On vérifie toutes les informations qui sortent de France Info sont vérifiées 3 fois. Il y a aucune, nous, on a une cellule en plus particulière dans la rédac. Toutes les informations qui sortent de la bouche des journalistes de France Info ont d'abord été vérifiées par la cellule, Ouais, même si c'est une vrai du information. faux, hein, c'est ça le nom de la La cellule? cellule du vrai du faux, Mmh. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a donc une agence en interne, on a créé une agence, c'est-à-dire que même les informations qui viennent, qui sont sorties par d'autres médias, on les sort pas tant que nous-mêmes, on les a pas vérifiées. Ouais, Donc cette ça rigueur-là, c'est elle il est y a cette rigueur, particulière à quoi. C'est France la Info. rigueur vraiment que vous Ensuite, nous, comme on envisage, le job, que ce soit Marc ou moi-même, c'est, la neutralité. La rigueur, c'est trop important. La rigueur, c'est trop important. C'est important pour les journalistes, en général. Elle est à un cran au-dessus parce que chez France Info, il y a cette cellule qui oblige à, voilà, à être sûr de ce qu'on sort. Ensuite, la ligne de France Info, c'est, la neutralité. Alors évidemment, elle est pas parfaite. non, et ça si tu veux bien Stalia, on y reviendra sur la neutralité parce que Oui, c'est un thème hyper important et qui est évoqué d'ailleurs, dans une séquence, je bien trouve sûr. avec Éric Zemmour, tu vois? C'est assez intéressant et c'est en filigrane. Je reviens d'abord une seconde sur un peu les coulisses, c'est un peu l'exercice de l'interview, là vraiment on plonge un peu dans votre quotidien. On voit qu'être à la matinale informé, bah, c'est un peu un exercice,
d'équilibriste, hein, un peu en permanence, pour éviter qu'on vous reproche d'être juste une caisse de résonance pour les politiques. Comment est-ce que vous choisissez, vous, les angles d'attaque? Alors oui, la difficulté le matin, c'est qu'on réveille les gens. Et on ne peut pas assommer les gens dès leur réveil. On fait attention à l'équilibre dans les journaux. On met des mauvaises nouvelles, mais on essaie de mettre aussi le plus souvent possible des bonnes nouvelles. Le contexte de la campagne présidentielle, il était lourd. Il y a eu une Ouais, guerre en plein milieu. ouais, en plus, ça a venu un peu alourdir le sujet, effectivement. Ouais. Et donc, plus les thèmes qui sont récurrents à une élection, à savoir l'immigration, la sécurité, voilà. Tout ça, plus le pouvoir d'achat où voilà, les gens, il y en a beaucoup de Français qui finissent pas leur fin de mois et voilà, qui ont faim, tout simplement au milieu du mois. Tous ces problèmes-là, il faut les rapporter. Il faut raconter ce qui se passe en France. En revanche, il faut pas assommer les gens. Et donc, on veille à un certain équilibre. C'est surtout Marc, puisque lui, il a une visibilité de toute la tranche matinale. Voilà, faut raconter ce qui se passe et en même temps pas effrayer les gens, pas les assommer dès leur réveil. Donc, il y a ce jeu d'équilibriste à faire. Et avec les politiques, oui, à un moment, quand il y a eu la guerre, ça a changé tous nos questionnements. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont devenus, j'allais dire, presque superficiels comparés à la guerre. Ouais, ça Et change. nous, il fallait, même si elle était loin, elle était quand même proche, puisqu'elle avait des répercussions chez nous. Il fallait voilà, essayer d'équilibrer pareil dans le questionnement. Qu'est-ce qui intéresse le quotidien des Français? Et puis, il y a la guerre à côté. Mmh. Tu parlais justement de Marc Fauvel. Quelle répartition des rôles il y a entre comment vous les répartissez entre Marc et toi? Alors pendant l'interview politique, on est, alors c'est très bizarre parce qu'on se parle pas de ça, c'est-à-dire que c'est assez fluide. On se dit pas: «Ah tiens, toi tu vas poser telle question, moi je poserai celle-là». Non, ça se fait en direct. On est, voilà, on a tous les 2 la même interview. Moi, je la prépare la veille, lui aussi de son côté et à un moment, je fais une fusion des fusion des questions. On refait un point le matin même de l'interview pour réactualiser parce qu'il y a forcément des petits sujets qui s'ajoutent. Et à la fin, on a chacun un exemplaire de l'interview. C'est 6-7 pages pour une demi-heure d'interview. Et lui commence et moi j'enchaîne. Et en fait, c'est un jeu de ping-pong comme ça, permanent, assez fluide parce qu'on ne se dit pas qui pose quelle question. En revanche, on a chacun des domaines de prédilection. Lui, il aime bien l'économie, l'écologie. Moi, je suis plus sur les questions d'immigration, de sécurité, d'identité. Donc, quand il y en a un des deux qui tient Un sujet, un ouais, questionnement, voilà, et qui tire, on le il laisse. garde le lead. Mmh. Voilà, il garde le lead parce que déjà, il a tiré un premier fil et puis qu'on voit que l'invité a accroché. La relance se fait naturellement et quand je vois que lui bloque, je reprends et inversement. Ouais. Au début du docu, on voit que la rédaction, elle distribue les feuilles de questions, retournées d'ailleurs sur la table. Ouais. C'est bien les questions pour l'invité? Est-ce que ces questions, enfin, c'est qui sont retournées, est-ce que c'est une pratique française de donner la trame des questions, en avance, aux invités? Ah mais non, 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 on donne jamais les questions aux invités. On leur donne les grands thèmes parce qu'on part sur une demi-heure d'interview. Le but de l'opération pour nous, c'est qu'ils sachent de quoi on parle parce qu'il faut qu'on ait des réponses. On n'a aucun intérêt à avoir un invité qui sait pas répondre à nos questions. Ouais, qui prépare un Après peu. ça arrive, hein. Mmh. Ouais, qui prépare un peu. Nous, on bosse, il faut qu'ils bossent aussi. Après, les exemplaires retournés de l'interview, c'est un exemplaire pour moi, un exemplaire pour Marc. Mais D'accord. moi, j'arrive avant Marc, en fait, sur le plateau. Donc, le temps que je me maquille, je retourne l'interview, je retourne les feuilles, parce qu'entre-temps, il y a les invités qui arrivent, et ils arrivent aussi avant Marc. Et il y en a qui trichent, qui regardent pour voir sur quoi ils vont être interrogés. D'accord. Et là, quand on a découvert que certains faisaient ça, hein, les petits filous, on s'est dit on va retourner les feuilles et ils vont pas oser au moins retourner les feuilles quand même. D'accord, ouais, donc j'essaie de voir, mais effectivement, donc vous envoyez les grands thèmes en amont, mais l'interview, Ouais. c'est vraiment là ce qu'on voit là à l'écran, Ah, les c'est questions, ils les ont pas. ouais, les Ah questions, non, ils non, les ont non, pas et c'est jamais. vraiment les vôtres en fait que tu mettais. Bien sûr. OK, très clair. Au début de la campagne et ça on le voit bien, se pose vraiment la question dans la rédaction de quelle place vous allez donner à Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat en l'occurrence. Et il y a cette phrase presque prophétique, qui est prononcée: «Ça existe parce qu'on en parle». Comment en tant que chaîne du service public,
on choisit ce qu'on met en lumière? Parce que là, tu vois, il y a il y a une vraie question à se poser et on voit d'ailleurs qu'il y a débat en interne, hein, sur le Bien sujet. sûr, bien sûr. Bah, nous, dans le cas d'Éric Zemmour, on avait une ligne simple, c'est on le reçoit pas tant qu'il est pas candidat. Ligne compliquée à tenir quand on voit qu'il fait le tour de tous les médias. Exactement, il n'est pas Tout le officiellement, monde l'a mais reçu. tout le monde sait qu'il va l'être. Il y a plus qu'à appuyer sur le bouton, comme ils disent, et cetera. Donc, vous, c'est Ouais, vraiment là parce qu'il doit y avoir la tentation quand même, au-delà de se dire, c'est pas tant pour faire de l'audience, mais c'est lui à un moment donné qui donne le là de la temporalité. Et tu dois être tenté de te dire, bon allez, je l'ai parce que c'est important et que c'est bon dans tout ce qu'on fait, quoi. bah, tant qu'il faisait la promo de son bouquin, nous on s'est dit: «Non, Ouais, il a pas sa place dans le 8-30». En revanche, ça devenait problématique quand il s'est mis à dire: «Le service public me boycotte». ouais, Là, ça devenait compliqué. Et puis à un moment, donc c'est à ce moment-là qu'on a eu un nouveau débat avec la direction de la chaîne, où la direction de la chaîne disait faut peut-être y réfléchir, peut-être le recevoir un peu avant sa candidature, parce qu'il n'arrête pas de dire partout que le service public le boycotte et que nous, on a un devoir de pluralité, comme tous les autres médias d'ailleurs. ouais. Mais nous, on était toujours sur cette ligne. On le reçoit tant qu'il, Dès qu'il est à partir candidat. du moment où il est, voilà, à partir du moment où il est candidat. Et puis, je me rappelle un dimanche, un dimanche du mois d'octobre, il me semble, c'était fin octobre, il est sur BFM TV, j'étais en train de le regarder et la question du journaliste, c'était, bon alors, quand est-ce que vous y allez à la présidentielle? Et lui, il dit, tout est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Bon, bah là, évidemment qu'on l'invite. Ouais. Et même, j'allais dire, on s'est dit, il faut l'inviter avant qu'il fasse, ça y est, sa com de candidat. Oui, parce que là, Donc, il y on a l'a tu une invité espèce de la semaine. temporalité où c'est peut-être Ouais, moins, préparé, moins lissé et il y a encore des éléments un peu voilà, intéressants à voir. voilà, c'est ça. Donc, on l'a reçu la semaine de sa candidature. Donc, en gros, je pense qu'on l'a reçu le mardi et il s'est déclaré en fin de semaine, avec un petit clip et tout ça. Mais on s'est dit, c'est le bon moment. Là, et puis surtout, on va commencer l'interview en disant, c'est pas l'écrivain qu'on reçoit, c'est pas le polémiste. Là, celui qu'on reçoit, c'est le candidat à l'élection présidentielle, même si vous l'avez pas dit officiellement. Ouais, Et lui, en fait, bah, quand Marc le dit, bah, il dit pas non. donc Il dit pas non, c'est pas vrai. Il acquiesce. ouais, Donc, en face de nous, même s'il n'était pas officiellement candidat, on avait quand même le candidat et c'est là qu'on s'est permis de l'interviewer sur justement pas ces thèmes de prédilection, l'immigration ou la sécurité. On lui a dit la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. On parle de ça, on parle d'économie. Et là, il n'était pas prêt. ouais et ça, Donc, on cette a, séquence voilà, est intéressante, effectivement. Donc ça, il faut aller voir c'était très compliqué pour lui. exactement, il faut aller voir le documentaire. Petite question là plus, sur justement, donc le service public, il y a d'autres antennes, hein, dans Radio France, notamment France Inter. Est-ce qu'il y a une priorité, ou même une concurrence entre les antennes, entre France Info et France Inter? Est-ce que c'est le candidat qui choisit? Est-ce que vous comment vous faites ces arbitrages-là? Alors, c'est chacun invite qui veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité. Même si France Inter est première radio, nous, on y va, on contacte les candidats directement, pareil, eux font pareil. Et puis en fait, c'est assez complémentaire. On fait pas forcément la même chose. Nous, on a une interview plus longue. Et donc, du coup, les candidats se calent. En gros, évidemment, si, je sais pas moi, si Emmanuel Macron fait France Inter le lundi, on va pas le recevoir le mardi. On le Ouais. recevra même pas la même semaine. Mmh. On laisse du temps entre les passages des différentes personnalités parce que on est dans la même maison et qu'un auditeur comprendrait pas pourquoi le lundi il a Macron et le mardi il a à nouveau Macron. Et voilà, on essaie d'équilibrer comme ça. D'accord, très clair. Je reviens par rapport aux candidats, et tu le disais, hein, vous travaillez beaucoup avec la direction donc avec Jean-Philippe Baye, qui est le directeur de De France France Info, Info. et on voit que chaque matinale est débriefée, commentée, presque Ouais. c'est assez intéressant de voir ça. En plus, c'est quelqu'un qui a bien apaisé, j'ai trouvé bien ses interventions et donc justement après une intervention de Julien Bayou, d'Europe Écologie Les Verts, il vous demande de conduire un débat apaisé parce qu'il estime que vous Ouais. avez, alors j'ai mis entre guillemets, mais loupé l'exercice en trop lui coupant la parole et ma question était comment ne pas tomber dans la posture du roquet, tu me permettras l'expression, tout en faisant Ouais, mais son oui. job de journaliste. Alors vous justifiez, hein, il avait ça avait mal démarré, puis il y a ce côté aussi fatigue, mais
quelque part qui doit absolument pas transparaître, mais on est des humains. Et alors je trouve intéressant que vous montriez cette séquence parce que ça fait un peu la petite remontrance, mais et en même temps ça montre, voilà, je trouve beaucoup d'humilité aussi de votre côté, Marc et toi, où oui vous reconnaissez, etc. Ça arrive, Bah, on s'est mais planté. ça Je veux doit être dire, dur des fois ouais. de pas vouloir rentrer dans un candidat, et puis de garder ce côté un peu apaisé. Ouais, là, dans le cas de Julien Bayou, on s'est planté, faut le dire. Le recadrage était justifié. C'est pour ça qu'on n'essaie pas d'argumenter non plus, hein. On Ouais, c'est accepte, clair. on accepte les remontrances, on dit rien de plus. Non, mais oui, on est sous pression parce que on a de plus en plus de monde qui nous écoute. On a des politiques en face qui essaient de caler des éléments de langage, font preuve Ouais. de langue de bois, tout ça. Et à un moment, c'est agaçant. Là où on n'a pas été bon, c'est qu'en fait, on a transformé l'interview en débat. C'est pas notre rôle en tant que journaliste. On peut amener de la contradiction pour essayer justement de comprendre la position de l'invité ou essayer de savoir jusqu'où il va dans sa proposition, dans sa pensée. Mais là, on a vraiment été mauvais, hein, voilà, ça nous arrive de temps en temps, parce qu'on est agacé, parce qu'effectivement, il y a l'humain qui ressort plus que le journaliste, parce qu'on est fatigué, parce qu'on se dit non, mais là, il me raconte n'importe quoi, là. Donc il m'agace, donc je vais lui dire et je vais lui rentrer dedans. Et en fait, ça m'est arrivé encore cette semaine, grosse erreur. Et d'ailleurs, Jean-Philippe Baye, il m'a encore dit cette semaine, parce que je t'ai dit pour Bayou, je peux te le redire maintenant, quoi. Ouais, donc ça, mais Et je me suis dit, mais ouais, ok. c'est pas évident. Et un autre point justement qui est souvent source un peu de ces débats, c'est les chiffres. Ouais. Donc là, voilà, si tu veux bien, on va écouter un petit extrait. Donc justement, c'est autour du fact-checking avec Jordan Bardella, qui est très bon aussi dans l'exercice, hein. Je dois le reconnaître. Enfin, on les lit très peu les fiches en fait dans les émissions. On les regarde très peu. Mais c'est quoi dedans? Il y a quoi dessus? Il y a des mots-clés? J'ai tout, j'ai des chiffres, j'ai... Mais vous n'avez pas compris que les chiffres, à chaque fois, nous, on les vérifie. Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça, mais quand on donne pas de chiffres, vous nous dites vous avez pas de chiffres, et quand on en donne trop, on dit ah bah non, mais attendez, faut qu'on les vérifie, on va les fact-checker, machin. Bah, on les fact-check à chaque fois. Et nous, quand on est fact-checké, c'est en fait on a raison, mais c'est il a tort, mais pourquoi c'est plus compliqué? En fait, on explique qu'on a raison, mais qu'on a tort. Bah c'est très bon les fact-checking de mauvaise foi comme ça, moi j'adore. Non, parce que vous faites des raccourcis. Les meilleurs, c'est ceux de l'AFP. En fait, il a raison, mais pourquoi il a tort? Pourquoi c'est plus compliqué? Donc c'est oui, mais non, mais en fait, oui. Quels sont les moyens dont vous disposez pour fact-checker ce que les candidats avancent? Donc, tu nous as parlé de cette cellule vrai du faux, mais le point, en fait, surtout que j'ai derrière, c'est que c'est un peu un piège. J'ai l'impression, ce fact-checking. Alors, avant, il n'y en avait pas. Il y a 10-15 ans, on n'en parlait pas. Maintenant, c'est tout le temps omniprésent dans les discussions. Un tel calcule comme ci, un tel calcule comme ça. Il y a une espèce de cacophonie quand bien même on veut fact-checker. Et j'ai l'impression qu'on est au final jamais d'accord et que c'est un peu au détriment de nous, le public. On ne sait au final pas quels sont les bons chiffres. Tu vois Alors, ce que sur je les veux dire sur le chiffres, fact-checking? oui, bien sûr. Mais c'est ce que j'explique un peu à Jordan Bardella, c'est qu'avec des chiffres, on peut faire des raccourcis. On les interprète comme on veut. Nous, on vérifie les chiffres. En fait, c'est assez simple, mais quand on sait qu'un politique a l'habitude de sortir des chiffres en veux-tu, en voilà, lors de ses interviews, moi, je réécoute les interviews Ouais. avant de recevoir le politique en question. Je note tous les chiffres qu'il a cités et je les vérifie tous. Et bon, bah, il y en a forcément des bons, hein, et puis il en tire les bonnes conclusions et tout ça. Mais quand c'est manipuler la réalité avec un chiffre, ça, c'est pas possible. Et ça peut pas être dit sur notre plateau. Et donc, c'est arrivé effectivement plusieurs fois avec des personnes du Rassemblement national. Bah, quand j'ai les chiffres sous les yeux et que la personne en face de moi, elle dit n'importe quoi, bah, je peux la reprendre en direct, Ouais. en fait. Et c'est ça tout l'intérêt du fact-checking. Après, il y a une limite, effectivement. On peut pas, sur une demi-heure d'interview, reprendre l'invité toutes les 10 secondes. C'est pas possible. C'est ça, parce C'est qu'après, inaudible. tu rentres dans quelque chose qui te fait perdre 3-4 minutes précieuses où tu vas pas aborder un autre sujet. Voilà, c'est ça. Donc, on essaie, au fur et à mesure de l'interview, alors j'allais dire, certains vont peut-être penser que c'est grave ce que je dis, mais parfois on peut laisser passer des bêtises. Mais parce que on se dit la prochaine, je vais la prendre et elle sera peut-être plus importante que la petite bêtise que j'aurais rectifiée juste avant. Ouais. Donc voilà, c'est en fonction de l'information, mais effectivement, on peut pas faire de fact-checking toutes les 10 secondes et ce serait
carrément inaudibles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le problème. Et donc voilà, faut essayer de juger de l'importance de l'erreur, à quel point faut revenir dessus et prendre Ouais. un peu de temps. Je te propose d'écouter un autre extrait, pardon, plus anecdotique avec Jean-Luc Mélenchon, qui découvre l'algorithme de TikTok. L'autre jour, j'ai fait un TikTok avec un chien, on a fait 5 millions. C'est Valérie Pécresse aussi. Non. Sans déconner. Tu fais un discours politique, 300 000. Tu donnes la patte à un chien, 5 millions de vues. 5 millions. Jean-Luc Mélenchon, qui voilà, c'est effectivement quand on met une vidéo de chien, ça a plus de reach et ça marche mieux que quand on fait un discours politique. Alors c'était plus pour l'anecdote, je trouvais ça marrant. Et encore une fois, lui aussi, je trouve malgré tout les candidats d'extrême bons dans l'exercice. Mais Voilà. Ils ont l'habitude des médias. Ouais, ils ont l'habitude des médias. Troisième présidentielle pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est ça. C'est assez terrible. Mais voilà, l'autre spécificité du documentaire Service Public, donc, c'est qu'en plus des politiques avec lesquelles il faut composer, hein, donc des grosses personnalités, il y a aussi Twitter, il y a les réseaux sociaux qui donnent une cadence à suivre. Comment est-ce que vous évitez de tomber dans ce piège médiatique et là pour le coup ce piège, cet engrenage on va dire médiatique qui donne la cadence et voilà, et comment on rejoint un peu la première question, mais le rôle du service public là-dedans, tu vois, de distinguer entre cet emballement qui peut y avoir sur des choses parfois futiles et les vrais sujets de fond. Il faut faire le tri en permanence. Moi, je suis tout le temps sur Twitter, je suis tout le temps sur Instagram, sur Snap, sur TikTok. Je regarde tout. Parce que il peut, de ces réseaux sociaux, il peut sortir des thèmes, des inquiétudes particulières, des questionnements. Faut en prendre compte. En revanche, effectivement, il y a aussi du buzz, mais voilà, des informations futiles. On essaie à chaque fois de faire le tri entre le bon et le mauvais. Et le problème, c'est même pas ça, moi, qui m'inquiète, parce que le tri, on le fait assez facilement. C'est plus les fake news. Parce que là où nous, journalistes professionnels, on vérifie évidemment toutes les informations qui sortent de chez nous, on doit en plus vérifier les informations qui sortent des réseaux sociaux et qui sont parfois relayées par des politiques de premier plan. Et là, ça devient problématique, qui sont relayées par leurs militants, qui sont parfois très très forts sur les réseaux sociaux. Ouais, avec des grosses caisses de résonance sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on a ce job-là de regarder les réseaux sociaux en disant, OK, alors là, c'est même pas de la modération, c'est de se dire, OK, on va essayer de remettre du vrai dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on peut s'emparer d'une information réseaux sociaux, la vérifier et dire à l'antenne qu'elle est fausse. Vous avez vu ça a buzzé, nanana, information reprise par un tel. Après vérification, non, c'est pas ça. Ouais, sans s'apesantir, mais rappeler quand même que c'est faux. Oui, mais ça fait partie de nos missions maintenant. Je veux dire, si vous regardez toute la classe politique, le président de la République lui-même est sur Twitter. Ils font même des annonces sur Twitter. Ouais. Il y a des ministres, il y a le gouvernement qui annonce des réformes sur Twitter, des décisions qui impactent le quotidien des Français. On ne fait pas abstraction de Twitter, par exemple, parce que ça devient un outil de travail pour nous tous. En revanche, il faut savoir faire le tri. Moi, je sais que quand je reçois un invité, plusieurs fois, ça m'est arrivé souvent même pendant la campagne, il y avait des internautes qui m'écrivaient en disant « Salia, est-ce que vous pouvez poser cette question-là » Et c'est aussi, on peut être des messagers grâce aux réseaux sociaux. Comme on est beaucoup plus accessible, les questionnements, hop, on les passe aux politiques. Moi, il y a des thèmes auxquels je n'avais pas pensé, je regarde, on reçoit un tel, on l'annonce sur Twitter. Ouais. Et j'ai un flot de questions qui arrivent en disant « Et pour ça, ils vont faire quoi ? Pour ça, il va faire quoi ?» Et là, moi, ça me permet de bosser le thème en question, d'en parler à l'antenne et de questionner le politique. C'est génial, ça. Ouais, c'est beaucoup plus direct. C'est le côté positif, puisqu'il y en a aussi des réseaux sociaux et quand même de cette espèce de proximité, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que là, pour le coup, j'essaie de faire un parallèle avec ma prochaine question. Donc, choisir les questions, effectivement, que tu reçois, puisqu'il y a effectivement aussi cette séquence où vous recevez un appel d'une question pour Marine Le Pen et qui sert totalement le propos, ce qui prouve aussi quelque part, parce que je vois votre frustration, on voit dans le documentaire que les questions ne sont pas préparées, etc., et que c'est des vrais auditeurs. J'en venais à ma question suivante, sur l'impartialité, on en a un peu parlé. Tout au long du documentaire, on voit au sein de la rédaction des vrais débats,
Et ça, c'est hyper intéressant. Chacune là, essaie d'être le plus équilibré dans le traitement des candidats. Petite étude, je rappelle, 61% des Français remettent en cause la neutralité des journalistes avant, pendant et après les élections présidentielles, considérant que les candidats ne sont pas traités de la même façon en fonction de leur bord politique. Comment toi, Salia, à titre perso, tu cultives cette impartialité ? Ce qui n'est pas évident. Et Zemmour le dit bien, tu vois. Lui, il ne croit pas dans cette impartialité. Alors lui, il est éditorialiste, tu le rappelles, il le reconnaît. Mais c'est vrai que c'est dur et on sent quand même en filigrane dans tout le documentaire, c'est pas évident. Bah, c'est difficile parce que en plus d'être journaliste, on est citoyen, on est français, on vote nous aussi en fait. Donc on bosse encore plus les programmes. Moi, je sais encore plus pour qui je vote parce que je connais chaque mesure de chaque programme. J'imagine, t'es une des des mieux candidats. informées. Mais la neutralité, c'est un objectif et c'est le nôtre. On a décidé que ça allait être le nôtre parce que tout le monde donne son avis. Moi, je m'en fous de savoir. En fait, je pense que les gens se moquent de savoir ce que je pense. Mon avis ne compte absolument pas, donc j'ai pas à la ramener. En revanche, j'ai un devoir, c'est de poser les questions de manière le plus neutre possible pour avoir la meilleure information. Et ça se passe comment ? En fait, dans le choix des mots. Dans le choix des mots, j'essaie d'utiliser dans les questions les mots les plus efficaces possibles, les questions les plus concises possibles, à chaque fois, que ce soit même dans l'attitude, en plateau, même si l'invité m'agace ou je suis pas d'accord avec lui, il faut pas que je le montre. Je veux dire, les gens ne doivent pas savoir pour qui je vote ou pour qui vote Marc Revel. Ça n'a aucun intérêt. En revanche, ils ont besoin de savoir ce que propose la personne qui est en train de parler depuis une demi-heure sur France Info, en fait. Et ça nous semble primordial chez France Info parce que ça biaise sinon l'information. Et effectivement, les gens ne nous écoutent plus pareil. Si vous êtes neutre, si vous accueillez tout le monde de la même manière, on ne peut pas vous accuser de parti pris. D'ailleurs, ce qui est assez génial, c'est que quand je reçois Marine Le Pen, on me dit en fait, tu laisses la propagande du RN glisser sur ton antenne. Quand je reçois Emmanuel Macron, je suis macroniste, sinon je suis mélenchoniste. Voilà, à la fin, quand on fait l'addition de toutes les critiques, on se dit qu'on est un peu équilibré dans le traitement. En fait, une bonne matinale, au final, c'est quand tu te fais critiquer par tout le monde, quoi. C'est tout à fait ça. C'est déjà où tu te fais détester par tout le monde. C'est un peu... Mais il faut tenir. Le truc, c'est que, pareil, on est des êtres humains. Donc, quand vous avez un flot, parce que c'est encore plus tendu pendant la présidentielle, chacun mobilise ses équipes. Oui. Donc, quand vous avez un flot de tweetos qui ont décidé de s'acharner sur vous, et que vous avez tous les messages où on dit que vous êtes une mauvaise journaliste, que vous savez pas faire votre boulot, que le service public devrait avoir honte de vous avoir et tout ça. Ouais, voilà, il faut assumer. Ouais, il faut assumer. Il faut avoir quand même le cuir dur. C'est pas l'objet là de cet épisode, mais j'en parlais. Je fais des pastilles actu régulièrement et j'avais une jeune journaliste il y a pas longtemps qui me racontait un peu la violence parfois souvent sur Twitter, journalistes, femmes, etc. J'imagine que tu dois avoir malheureusement plein de choses à dire là-dessus. Oui. Le truc, c'est que je cumule vis-à-vis des tweetos un peu radicaux. Je suis femme, je suis dans le service public, j'ai des origines. Voilà, si on cumule tout ça, c'est pas fou pour eux. Et non, donc, c'est pas fou. Ils peuvent, ils s'acharnent, quoi. Ouais, mais j'imagine. Bon, après, quand on a pris l'habitude. Exactement, je pense il faut savoir un peu se tenir un peu à l'écart. Et ce truc de débat interne, je reviens dessus. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant dans le documentaire entre donc toi, Marc Revel, les journalistes. Et en fait, limite, j'aurais aimé en voir plus parce que il y a quand même cette diversité d'opinions au sein tu le sens, tout le monde n'est pas c'est pas lisse en tout cas le débat. Or quand on arrive à l'antenne, forcément ça l'est un peu plus parce que c'est indirect, c'est un plateau court, ça laisse peut-être moins de place à la nuance. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être plus montré au public ? Alors c'est l'objectif de ton docu, mais est-ce que ça pourrait s'inscrire un peu dans le temps ? Je sais pas, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de choses comme ça, soit sur la plateforme, sur le site, sur Twitch, etc. Ça vous a fait réagir un peu en interne ? Parce que je trouve ça hyper enrichissant, moi, de voir qu'il y a des vrais débats.
Non, parce qu'il y a pas d'intérêt. Notre ligne, c'est la neutralité. Donc, c'est ce que doivent voir les Français, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Là, on l'a montré dans le cadre du documentaire parce qu'il fallait expliquer comment on avait ce résultat à l'antenne, entre voilà, ce devoir de neutralité et les débats qui nous agitent. Mais à la fin, on tranche. Ouais. On tranche. Et il fallait montrer ça parce qu'effectivement, il y a ce procès de vous êtes partisan pour l'un ou pour l'autre. Mais le montrer, comme ça fait partie des réflexions en plus, et nous, on évolue, hein, on évolue tout au long de l'année. Je veux dire, moi, je peux avoir une position aujourd'hui et je vais en changer dans un mois. Parce qu'on évolue, nous aussi, notre réflexion, elle évolue en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on vit aussi, de ce qui se passe dans le pays. Et voilà, c'est normal voilà, de discuter, de débattre. C'est la vie de la rédaction, quoi. Ouais, bah, mais moi je trouve ça intéressant. Alors je sais pas si c'est parce que je suis dans les médias, mais je trouve intéressant justement de voir ces, tu sais, De le montrer. Ouais, grave. Mais c'est pour ça, c'est pas te montrer en Ouais, off. Alors après, je sais pas s'il est. voilà, est-ce que c'est la mission de montrer que des choses très incarnées, et t'exposer sur tes opinions, peut-être pas. Mais en tout cas, là où je trouve ce documentaire réussit bien son rôle, c'est de montrer ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. T'aimerais en voir plus, quoi. Tu as été frustré. Ouais, Ça, alors pas frustré, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, un format comme ça, je sais pas, une fois par mois, ou des séquences que tu reverrais sur Twitch, sur le site, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais je comprends que c'est pas forcément la mission de service public de montrer ces débats en interne. Je veux bien l'entendre. Je voudrais qu'on parle juste confiance dans les médias. C'est quelque chose qui est un peu évoqué, notamment quand vous recevez Emmanuel Macron à l'entre-deux tours. Je rappelle un peu une étude, un Reuters Institute qui l'écrivait donc l'été dernier. À peine 29% des Français font confiance aux médias. En Angleterre, de 2018 à 2022, la confiance dans la BBC est passée de 75% à 55%. C'est vraiment... c'est vraiment catastrophique. Comment le service public peut faire valoir cette différence de traitement et de ton, sachant aussi qu'il y a ce sujet de la redevance, du financement du service public qui va un peu évoluer. Voilà, c'est plein de questions dans la question, mais je te laisse les prendre un peu dans l'ordre que tu veux pour parler un peu de cette confiance dans les médias et de votre rôle. La confiance, nous, on essaie de la regagner petit à petit en faisant bien notre travail, en faisant preuve de rigueur. Si on se trompe, si on raconte n'importe quoi à l'antenne, évidemment que les gens n'auront plus confiance. Donc, le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de travailler. Donc, on travaille beaucoup, on travaille énormément parce qu'il faut donner une information, il faut livrer une information fiable à ceux qui nous écoutent. Sur les interviews, pareil, la neutralité reste l'objectif parce qu'on doit contenter tout le monde, en fait. Parmi nos auditeurs, il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui pensent différemment, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. Il faut que l'information soit livrée pareil à tout le monde. Donc, il y a pas on ne doit pas avoir de priorité ou de préférence par rapport à ça. Et puis, sur la confiance, oui, le documentaire, on l'a fait pour ça. Hein. Parce que les journalistes seuls, à le faire chacun de notre côté, là, on fait dans le cadre de France Info, où voilà, on explique tous les matins aux gens que ce qu'on leur dit est vrai et vérifié. On va chez France Info, on va beaucoup, beaucoup sur le terrain. On va parler aux gens. Il y a beaucoup aussi de décryptage sur l'antenne de France Info. On décrypte l'actualité, on donne des clés, on remet dans le contexte. Ça fait partie des éléments qui peuvent redonner confiance, en fait. Il se passe ça, on va vous expliquer pourquoi ça se passe, ou comment ça se passe, ou qu'est-ce que ça peut devenir. Et ce qu'il n'y a pas sur France Info, et qui, à mon avis, est une bonne chose pour redonner la confiance, parce que pour moi, c'est du superflu qui sert à rien, c'est avoir une table avec des gens autour d'une table qui donnent leur avis, et en fait, c'est des experts de rien. Ouais, de l'opinion, de la télé d'opinion. Voilà. Ils viennent juste parler parce que c'est des commentateurs. Et ça, on ne fait pas chez France Info. On a une émission qui s'appelle Les Informés, mais par définition, ce sont des informés. Ce sont des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Et quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, notre ligne chez France Info, c'est celle-là. De se dire, voilà, on a quand même un problème avec de plus en plus de Français qui ne nous écoutent plus, qui ne nous font plus confiance. Le seul moyen, c'est de délivrer quelque chose de sûr, de vérifié, et qui peut redonner effectivement, qui peut retisser un lien avec les Français. Et ça,
Je l'entends, je vous souhaite de réussir et je pense que dur. ce documentaire, C'est très dur. ouais, c'est évidemment très dur. Et sur ce service public dont on parle, tu vois, un des trucs quand même du documentaire, c'est Emmanuel Macron qui ne vient pas, en tout cas, c'est son absence dans le débat médiatique. Il fait très peu d'apparitions télévisées. Il vient pas sur le service public. Grosso modo, il va chez TF1. Je schématise un peu. Qu'est-ce que ça veut dire du rapport du président Macron avec les médias ? Ah bah, il y a eu, ça a été compliqué pendant le premier quinquennat. Il y a eu toute une phase de je vous ignore, je vous méprise un peu. Après, ah mince, je me rends compte, les gilets jaunes, je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de vous, donc il faut que je vous parle et c'est par vous que je peux toucher les Français. Voilà, il y a eu comme une relation amoureuse, j'ai envie de dire, il y a des hauts, il y a des bas. Sauf qu'en fait, on n'est pas amoureux. C'est qu'en fait, notre relation, elle n'est pas de cette nature. Elle est, voilà, nous, on lui pose des questions et c'est bien normal parce qu'il doit rendre des comptes. Et lui, il doit nous accorder des interviews. Donc, quand sur toute la période Covid, il fait que des allocutions et il répond pas aux interviews, c'est problématique. Ouais. Quand il y a une campagne électorale et qu'il se dit bon, allez, je vais sortir, je vais me présenter à ma réélection un mois avant l'échéance et je vais faire 3 médias, pareil, c'est pas possible. Ouais. Donc on râle. Et évidemment, on a harcelé l'Élysée. Et donc à la fin, on l'a. Mais c'est du harcèlement. C'est de dire, faut qu'il vienne, faut qu'il parle à nos auditeurs, on a des questions à lui poser. Voilà. Et il s'est rendu compte à un moment dans sa campagne, il a fait un mois et demi de campagne, il s'est bien rendu compte que cette technique-là, cette stratégie de parler très peu, de se mettre au-dessus de la mêlée, ça marchait pas. Ouais. Les gens, quand ils ont une décision à prendre sur qui va diriger le pays dans les 5 prochaines années, ils ont besoin de savoir pourquoi ils vont voter. On peut pas dire il est en place, super, on va le reconduire. Non, il devait expliquer ce qu'il leur proposait pour les 5 années qui allaient suivre. Ouais. Et donc, nous, on lui a dit ça. On lui a dit, il y a l'entre-deux tours, il faut venir. Il faut venir parce qu'en fait, on avait fait la même formule avec Marine Le Pen, qui elle est venue, mais volontiers, qui a passé du temps, qui a répondu aux auditeurs. Et puis on me dit, mais c'est pas normal que Marine Le Pen le fasse, c'est pas vous. Ouais, c'est vous êtes clair. finaliste comme elle. Bon, voilà, il était obligé de venir à la fin. Mais tu penses qu'il aime pas le service public, dans de télé? Ah non, je pense même pas que ce soit ça. Là, c'était vraiment plus sa stratégie perso de candidature, au-dessus de la mêlée. Oui, il s'est dit, voilà, si je reste au-dessus de la mêlée, en plus il y a la guerre, Ouais. je reste chef de guerre, Ouais. voilà, qui parle à Poutine et à Volodymyr Zelensky et Biden. Mais en fait, non, ça marchait pas. Les Français, ils ont dit non, on a des problèmes de pouvoir d'achat, en fait. Ouais, faut un que peu tu revenir nous un parles peu de sur ça terre, aussi. venir nous parler un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Très clair. Et sur la redevance, j'aime bien la manière aussi dont tu l'interpelles, l'espèce d'appel anonyme. Tu fais très bien, c'est très rigolo. Oui. On venait de sortir d'une séquence de questions aux auditeurs avec Emmanuel Macron et je savais qu'il devait partir vite parce qu'effectivement, il gérait aussi la guerre en Ukraine, donc il avait des calls très importants à faire et je me suis dit le seul moyen de le catcher, c'est de me faire passer aussi pour une auditrice, même si je l'avais eu en face de moi pendant 1 heure. Et oui, non, mais la question de la redevance, évidemment, elle est primordiale chez nous. Il dit qu'il veut supprimer la redevance. Alors je comprends, 138 €, c'est beaucoup. Pour certaines familles, c'est trop. Même c'était trop compliqué à payer. J'entends ces arguments-là et c'est normal. Le pouvoir d'achat est problématique. Après, voilà, il faut avoir les réponses pour le service public. Un peu de transparence sur le financement et d'essayer un peu de réassurance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On suivra ça. Écoute, dernière question qui n'est pas sur le documentaire, mais qui est un petit gimmick de Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager aux éditeurs? Ça peut être ce que tu veux, un podcast, une série, une BD, cool. Une expo. Alors je dis cool, c'est ou à voir, c'est vraiment ce que tu veux. Alors, je sais même pas si c'est stratégique ce que je vais faire là, mais ça va pas être stratégique. Est-ce que tu vas dire un film? Alors, pas du tout, mais c'est ça. Non, j'ai vu. Alors, c'est dans un tout autre style, mais vous pouvez faire les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller voir Service public au cinéma et revivre la présidentielle, mais d'une autre manière, et vous allez comprendre plein de choses. Et ça va être génial parce que vous allez mieux comprendre les journalistes, les médias et les politiques. Vous allez voir qu'ils sont différents hors antenne. Donc, il y a plein de coulisses. C'est super. Allez voir Service public. Dans un tout autre genre,
Il y a le film de Louis Garrel, L'Innocent. Ouais. Sur le papier, on se dit, ça va être chiant. Film français basique et tout, c'est un peu chiant. Vous y allez, vous allez être mort de rire. C'est génial. C'est, je pense, l'un des meilleurs films de l'année. D'accord. Avec Service Public. Évidemment, dans un autre genre. Mais qui est très drôle aussi, qui est très drôle aussi, hein, par ailleurs, Service Public. C'est très bizarre. Alors, j'ai pas compris pourquoi les gens rigolaient. Non, mais en fait, je pense que... Alors déjà, je pense que tu apportes quand même une certaine fraîcheur et un côté un peu spontané. Alors, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais ta manière d'aborder, je pense, les hommes politiques, moi, j'ai trouvé ça hyper... Alors, drôle, j'étais pas non plus à me plier en deux, mais il y a plein de moments d'anecdotes, de choses. Je trouve ça marrant, tu vois. Et le côté off et on est évidemment très drôle. J'aime la manière dont tu vas les aborder en off. Et c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'on aimerait en avoir plus, parce que je pense qu'il remplit hyper bien sa mission, le documentaire, quoi. C'est voir un peu le côté réel politique, les calculs, les punchlines, etc. C'est hyper intéressant, quoi. On va faire peut-être un Service Public 2 parce qu'on a tourné quand même 200 heures de rush. Ouais, je t'ai même pas. Oui, j'imagine qu'il y a plein. 1h16. Il doit y avoir des pépites dedans, à mon avis. Il y a plein d'autres pépites. Alors, on en a mis des belles. Il y a plein de masterpieces dans les dans le doc. Donc, je vous invite à aller le voir. Mais oui, il y a forcément un peu de frustration parce que j'ai vécu d'autres choses. Et je me dis, ça rentre pas. Ça rentre pas. Mais sinon, on aurait fait un doc de 3 heures. Et là, je suis pas sûre que ça aurait intéressé. Non, ou une série, tu vois, une série. Enfin, bref, je trouve l'exercice réussi. Salia, merci pour ton temps et d'avoir un peu partagé les coulisses des coulisses. Merci à toi. C'était intéressant. Donc voilà, ne ratez pas Service Public, un film de Salia Braclia et Mouloud Achour au cinéma pour tout comprendre d'une matinale en période présidentielle. Salia, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.